Donc, déjà, oui, je vous remercie pour votre présence très nombreuse, puisque à ce moment-là, nous sommes 300, plus de 300 à être présents aujourd'hui. Euh, et donc, je vous remercie de votre présence pour ces sixième rendez-vous Énergis. Sixième rendez-vous Énergis de ce début septembre, après notre période de congé estival bien méritée. L'actualité étant dense en cette reprise, et en particulier l'actualité réglementaire qui n'a pas pris de pause en cette rentrée, puisque l'Aéro 2020 s'est enfin comment dire, concrétisé de manière définitive, puisque les textes sont parus courant l'été. Donc, comment dire, nos gouvernants continuent de travailler pendant l'été, grand bien leur face. Et puis, donc les textes sont parus entre fin juillet et mi-août, à savoir les décrets et ensuite les arrêtés avec la méthode. Donc, pour info et pour la petite anecdote, donc l'arrêté et méthode avec toutes les pages de la réglementation font 1838 pages. Donc, on est encore dessus, hein, je vous rassure, on n'a pas encore tout lu. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc les moteurs de calcul définitifs, on les a enfin à notre disposition depuis tout simplement depuis vendredi de la semaine dernière. Donc là aussi, on a commencé à faire des simulations par rapport à ce qu'on a pu voir depuis ce début d'année, et on constate des écarts ou non en fonction des projets. Plutôt peu, voire pas d'écart, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce qu'on s'est dit dans les précédents webinaires pour ceux qui étaient présents est globalement d'actualité. Une petite mise à jour serait peut-être nécessaire. Concernant la date d'application, eh bien, elle est conservée au 1er janvier 2022 pour l'ensemble des logements, à savoir la maison individuelle et le collectif. Et puis, nous aurons des mises à jour d'objectifs pour les bâtiments tertiaires pour une application au 1er juillet 2022. Et pour les autres bâtiments, et en particulier les extensions, qui est souvent un peu le parent pauvre des réglementations, puisqu'on les oublie un peu, qui sera applicable du coup à partir du 1er janvier 2023. Néanmoins, une petite astuce, entre guillemets, ou un petit décalage de planning va se faire sur la partie contrat de louage. C'est comme ça qu'ils l'ont indiqué dans la réglementation, c'est-à-dire que tous les contrats qui seront signés à partir, enfin, pardon, jusqu'au 30 septembre de cette année ne seront comment dire, applicables en RE 2020 pardon, seront forcément applicables en RT 2012, quelle que soit la date de dépôt de PC, c'est-à-dire que vous pourrez déposer les contrats signés jusqu'au 30 septembre, y compris à partir de l'année prochaine, en RT 2012. En revanche, tous les contrats signés à partir du 1er octobre de cette année, bien sûr, si vous souhaitez appliquer la RT 2012, vous devrez mettre en place le dépôt de PC pour la fin de l'année. Et si vous dépassez le 31 décembre, les projets devront être soumis à l'Aéro 2020 et devront du coup être soit recalculés, soit en tout cas déclarés en RE 2020. Voilà pour le calage de planning précis. Pour ce qui est de l'Aéro 2020, donc pas de nouveauté par rapport aux axes d'application, puisqu'on a toujours trois grands axes d'application, à savoir la performance énergétique, le confort de vie et donc le confort d'été, et l'impact carbone ou l'impact environnemental, hein, on l'appelle comme on veut, l'objectif étant quasiment identique. Quelles sont les évolutions? Donc, on en avait parlé déjà précédemment. La surface de référence qui était en RT12, la SRT, qui n'était pas forcément toujours simple à calculer, va devenir la surface habitable, qui, quant à elle, est très bien maîtrisée par l'ensemble de la profession, et donc beaucoup plus simple à comprendre, y compris par vos maîtres d'ouvrage. Les stations météo sont globalement conservées sur les zones géographiques, sauf sur la zone H2B, qui est la zone du bassin Pays de Loire, région centre, Poitou-Charentes, où la station météo était à La Rochelle et va se déplacer sur Tours. Tout comme dans la zone H3, qui est vraiment l'arc méditerranéen, où la station météo était située à Nice, et va se décaler à Marignane. Donc, quelles sont les influences sur la zone H3? Je pense très faible.
Par contre, sur la zone H2B, l'influence sera certainement un peu plus importante par rapport aux complexités d'hiver qui sont un peu plus fortes sur la zone de Tours que sur la zone de La Rochelle. Comment va se dérouler l'Aéro 2020? Donc, il y aura 6 indicateurs qui vont nous suivre dans les prochaines semaines et années. D'abord, 3 indicateurs pour la performance énergétique. Le premier, le BBio que vous connaissez, puisque c'est le bilan bioclimatique du projet. Et les 2 autres sont le CEP et le CEP Max NR. Donc, le CEP Max NR, qui est un petit nouveau qui arrive dans nos calculs, qui a simplement pour objectif de limiter la quantité d'énergie importée dans le logement, la quantité d'énergie, en particulier la quantité d'énergie non renouvelable, bien entendu. Tous ces indicateurs seront bien entendu modulés en fonction de la surface de référence et de la zone géographique. Ça ne change pas par rapport à l'ALERT 2012, c'est-à-dire qu'on va bien avoir un seuil pivot qui va changer en fonction du projet et en fonction de la zone. Quatrième indicateur, et lui 100% nouveau, qui est le confort d'été ou l'amélioration du confort de vie. Une fois de plus, on l'appelle un peu comme on veut. Il va s'appeler DH pour degré-heure et qui est, suivant les zones, plus ou moins dimensionnant. Et ça, on va le voir également dans la suite de la présentation. Et enfin, les 2 derniers indicateurs qui sont nouveaux sans l'être, puisqu'on a, là encore, via le référentiel énergie carbone, déjà mis les mains un petit peu dans ce calcul carbone. Donc, ça va être le IC énergie pour impact carbone des consommations énergétiques. Donc, ces consommations étant essentiellement liées, pour ne pas dire étant liées au CEP. Et le IC construction, qui est l'impact carbone de la construction, ses matériaux, ses équipements et sa phase chantier. Tout cela, évidemment, là aussi, modulé en fonction de la surface du projet et de la zone géographique. Ce qu'on a souhaité également ce matin, c'est faire un petit point administratif avec vous, puisque jusque-là, on avait très peu parlé de tout ça, et c'était vraiment très nébuleux, mais là aussi, des textes commencent à sortir pour nous expliquer comment on devra travailler dans les prochains mois. Pour ce qui est de la phase dépôt de PC, pas de révolution dans le sens où on devra toujours fournir une attestation de prise en compte de la réglementation. Cette attestation devra intégrer les notions de BBio et de DH. Donc, on devra calculer ces 2 indicateurs dès la phase dépôt de PC, mais finalement, c'est comme aujourd'hui. Pour ce qui est des indicateurs CEP et CEP-NR, comme en RT 2012, ils ne sont pas obligatoires à la phase dépôt de PC. Néanmoins, comme en RT 2012, comme ils sont dimensionnants, en tant que bureau d'études d'énergie, on fera toujours le choix de les calculer en même temps que le BBio pour être sûr que le projet est conforme dès la phase dépôt de PC et ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Et enfin, les 2 indicateurs IC énergie et IC construction ne sont pas non plus obligatoires à la phase dépôt de PC. Ils devront être calculés, on va dire, dans le courant de la phase, de la phase administrative du PC ou de la phase chantier, sachant que les services instructeurs peuvent vous les demander durant cette phase administrative de PC. Donc aujourd'hui, c'est encore pas tout à fait clair, mais je pense que ce calcul devra se faire plutôt dans la phase après dépôt de PC, lorsque vous, de votre côté, vous aurez également l'ensemble des éléments concrets et définitifs. Ça nous évitera de refaire le calcul, tout simplement. Donc, dans cette phase après PC, on va qualifier de manière définitive les 6 indicateurs BBio, DH, CEP, CEP-NR et surtout faire le calcul carbone pour ce qui est du IC énergie et du IC construction, afin du coup de vous donner les éléments pour la fin de chantier et ainsi vous donner une étude RE 2020 qui sera finalisée. Et enfin, en phase fin de chantier, là aussi vous aurez des nouvelles choses à faire puisque dans le document, dans l'attestation de conformité finale, vous aurez toujours le test de permis à faire, le diagnostic de performance énergétique, et en plus, le contrôle de 35 matériaux, c'est-à-dire la vérification du bilan carbone via ce que vous avez construit par rapport à ce qui a été mis dans l'étude. De la même manière, une des nouveautés, et j'y reviendrai tout à l'heure, vous aurez également un rapport sur la ventilation à fournir pour valider la conformité de l'ensemble de l'installation. Rentrons un petit peu dans le détail ensemble sur la partie du coup indicateur et comment on devra travailler finalement.
Tout d'abord, la partie performance énergétique. Donc, on l'a dit et redit, mais finalement, le BBio est toujours un facteur très important et dimensionnant sur l'ARE 2020. Le BBio étant bien sûr la conception globale du projet et sa performance intrinsèque, sans parler du génie climatique qui est mis en place. Donc, l'objectif de BBio est confirmé, puisque finalement, c'est beaucoup de questionnements qu'on a pu avoir sur ce sujet, est confirmé du coup avec un gain entre 20 et 40% par rapport à l'ART 2012. Donc, plutôt un gain de 20% sur les petits projets en dessous de 80 mètres carrés et plutôt un gain de 40%, voire plus sur les très grands projets au-delà de 150 mètres carrés. Et puis, entre les deux, eh bien, on a une fluctuation en fonction du projet, mais la marche est quand même assez haute. Hein. On peut le constater que les optimisations peuvent être importantes, mais pour limiter les optimisations financières en particulier, il y a évidemment des éléments à mettre en œuvre et une conception nouvelle à imaginer. Les seuils BBio, donc je vous les ai remis ici. Pour l'instant, bien entendu, ils sont plutôt indicatifs, hein, et totalement incomparables par rapport à l'RT 2012, compte tenu de tous les éléments modificatifs qu'on a pu observer. Le calcul du BBio, en revanche, un petit rappel, c'est toujours intéressant pour comprendre comment l'optimiser. Il dépend du besoin de chauffage, il dépend du besoin de refroidissement et il dépend du besoin d'éclairage. Donc, le besoin de refroidissement étant une nouvelle donnée que l'on n'avait pas en RT 2012 et qui vient du coup impacter également le calcul du BBio. Donc, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais finalement, pour optimiser le BBio, eh bien, il faut tout simplement diminuer l'un ou l'autre de ces éléments, ou les trois, bien entendu. Et dans ce cas-là, l'objectif est beaucoup plus simple à atteindre. Pour info, on vous a remis ici une carte représentative des différentes zones géographiques, toujours au nombre de 8, avec les objectifs de BBio non modulés en fonction des surfaces, c'est-à-dire déjà modulés en fonction des zones. Donc là, c'est vraiment pour info. On verra du coup, en fonction des simulations qu'on peut faire avec vous tous, comment ces indicateurs sont contraignants. De la même manière, en logement collectif, la même carte pour commencer à se préparer à l'atteinte de ces objectifs. Pour atteindre ces nouveaux objectifs, il va falloir, je pense, que l'on travaille de manière commune pour optimiser les projets. Et pour optimiser les projets, on va falloir faire appel à l'intelligence de conception. On va toujours avoir des projets qui devront être optimisés architecturalement parlant, à savoir l'orientation et la compacité, on va y revenir par la suite. De la même manière, le coefficient de perméabilité à l'air va également être un critère très important, puisqu'il a un impact déjà en RT 2012 et son impact sera encore plus fort avec l'Aéro 2020. Le troisième point, et non des moindres, puisque là, c'est une réponse aussi à vos clients, la configuration des pièces intérieures va avoir une impact forte, voire très forte, que ce soit les celliers en fond de garage, les garages intégrés, le nombre de pièces d'eau, mais ça aussi, je vais y revenir par la suite. Et enfin, une fois que vous aurez conçu de manière optimale vos projets et répondu à l'attente de vos clients, bien entendu, puisque l'objectif n'est pas de faire des projets qui sont invendables, on devra plus ou moins renforcer l'isolation. Pour le moment, on va dire 98% des projets qu'on a étudiés, malgré une conception plus performante, sans parler d'optimale, ont eu besoin d'optimiser l'isolation. Alors, cette conception de BBio va varier en fonction des zones géographiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à identifier. C'est-à-dire qu'on observe, on va dire, deux zones en France, à savoir une zone qu'on qualifiera de froide et une zone qu'on qualifiera chaude. Pour ce qui est de la zone froide, vous avez ici les 5 plus une zone correspondante. Les 5 zones, à savoir les zones H1 et H2A et H2B, ont des dimensionnements qui seront différents pour la simple et bonne raison que le besoin de chauffage sur le calcul BBio représente entre 80 et 90% de l'objectif. Donc vous imaginez bien que la conception sera différente, puisque l'objectif étant de diminuer ce besoin de chauffage avant tout et en priorité pour atteindre un objectif facilement. La zone H2C, je l'ai mis en zone froide, mais on peut se dire qu'elle est un peu entre les deux. Puisque finalement, on voit que le besoin de chauffage représentatif du BBio global diminue, reste important, mais diminue.
ce qui veut dire que la conception des projets devra quand même être différente pour ne pas trop surexposer, par exemple, les projets pour avoir un besoin de chauffage qui diminue, mais du coup, au détriment du besoin de refroidissement qui risque de venir pénaliser le calcul. Ça fait partie des choses sur lesquelles on devra travailler pour trouver des compromis intéressants. Et de la même manière, en zone chaude, là, pour le coup, les deux zones de l'arc méditerranéen, H2D et H3, qui finalement sont des zones qui sont assez différentes du reste de la France en termes de climat. Ce n'est pas pour rien qu'on y va tous en vacances, hein, c'est bien parce qu'on va chercher la chaleur et le beau temps. Donc, sur ces deux zones, le besoin de chauffage, vous pouvez le voir ici, diminue fortement par rapport aux zones froides. Et surtout, le besoin de refroidissement augmente également fortement. Ce qui sous-entend que il faudra peut-être imaginer des conceptions différentes pour ne pas avoir trop d'apport l'hiver et également du coup trop d'apport l'été. Donc ça fait partie des raisonnements que l'on devra mettre en place. Comment on diminue le besoin de chauffage? C'est relativement simple puisque tout d'abord c'est la compacité. Alors ne me sautez pas à la gorge tout de suite. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire des maisons, des cubes, mais bien de réfléchir à des décrochés utiles, entre guillemets. C'est-à-dire que des décrochés de façade juste pour de l'esthétique, malheureusement, ça crée un point faible. Par contre, un décroché qui permettrait d'optimiser une orientation est plutôt très favorable. Pour ce qui est de la perméabilité à l'air, l'objectif réglementaire ne change pas, à savoir 0,6 m3 par mètre carré de surface froide heure pour les maisons et 1 m3 pour les collectifs. En revanche, ce qui évolue, c'est la prise en compte de l'échantillonnage, c'est-à-dire que la pratique de l'échantillonnage sur le logement collectif est courante, voire tout le temps. C'est-à-dire que le résultat final observé sur les collectifs en échantillonnage sera pénalisé de 20%. Donc, pour exemple, c'est si on a un objectif qui arrive j'en sais rien, à 0,6 par exemple, il faudra du coup le remonter de 20% pour prendre en compte cette valeur. Donc attention sur ce critère-là. Néanmoins, une meilleure perméabilité à l'air en phase conception ne sera que du positif, puisque plus on sera performant, plus on aura un gain gratuit et donc moins le projet coûtera cher. Et enfin, diminuer le nombre de pièces d'eau. Alors ça encore, c'est quelque chose qu'on observe sur le marché, une surdemande de pièces d'eau, et en particulier des salles de bain. Le nombre de pièces d'eau sous-entend une ventilation. Et comme la plupart des projets sont en ventilation simple flux, on a des apports externes de froid l'hiver et de chaud l'été via l'air qui rentre dans la maison. Et donc, on augmente les besoins. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Il faut juste savoir que la surmultiplication de pièces d'eau va engendrer une pénalisation sur les calculs de BBO et bien entendu du CEP. Pour info, une pièce d'eau, c'est une pièce qui a un point de puisage et le stockage d'eau chaude sanitaire n'est pas concerné. Un petit rappel rapide pour optimiser le besoin d'éclairage en particulier. Le 1/6 de vitrage de baie par rapport à la surface habitable est conservé dans la RE 2020. Sachant qu'une baie, je vous ai remis la définition rapide, c'est une ouverture entre le volume chauffé et l'extérieur, que ce soit une porte ou un élément vitré ou non vitré. Comment on optimise également le besoin de chauffage et le besoin de froid? Bien entendu, c'est l'orientation. Donc en RT 2012, vous le connaissez, cette rosace. En gros, la part belle était faite au sud. En RE 2020, la part belle est toujours faite à l'orientation au sud. Néanmoins, un petit bémol, surtout par rapport aux besoins de froid, bien entendu. Et donc, en fonction des différentes zones géographiques, attention à ne pas trop surexposer les projets pour se pénaliser sur le calcul final, en particulier sur le besoin de froid. Sachez également qu'on a observé que si on doit choisir entre une orientation est ou ouest, il est plus intéressant de valoriser une orientation à l'est. Alors ici, vous avez un graphique qui n'est pas forcément simple à comprendre, mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne orientation avec une augmentation par rapport aux critères minimum de surface vitrée sera forcément valorisée. Donc, c'était déjà le cas en RT 2012, bien entendu, et c'est encore plus le cas en RT 2020,
puisque en fonction d'un projet qui serait façade avant, façade arrière, donc sans optimisation des positionnements des baies et avec un minimum de 17% ou 16,6 pour le 1/6 de surface habitable, pourrait avoir un gain de 5%. Si vous avez à contrario un projet où vous avez la souplesse de décaler vos menuiseries et d'optimiser votre orientation, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de créer des éventuels décrochés intelligents pour aller chercher de l'orientation. Et en plus, vous avez la possibilité d'augmenter le ratio de surface vitrée. Vous allez pouvoir observer des gains entre 10 et 20%. En sachant qu'en moyenne, l'objectif Bebio est de 30% supérieur à aujourd'hui. Donc, avoir un gain entre 10 et 20%, c'est déjà entre 30 et 60% du chemin de fait, simplement par une intelligence de conception et de profiter des possibilités sur le terrain. Donc, on est bien conscient que ce n'est pas toujours possible sur le marché. Néanmoins, on est conscient aussi que quand c'est possible, ce n'est toujours pas fait. Et ça, c'est quand même dommage, puisque malgré tout, c'est du gratuit. Voilà pour la partie Bebio, donc pas de révolution par rapport à ce qu'on a pu se dire dans les précédents webinaires. Juste, on continue, nous, à creuser les éléments pour vous aider à mieux concevoir vos projets et optimiser tout ça. Donc, pour ce qui est des CEP, je vais passer rapidement parce que finalement, là aussi, peu de modifications. L'objectif réglementaire est toujours entre 20 et 25% supérieur à la RT 2012. Mais une fois de plus, comme le Bebio sera déjà fortement optimisé, sachez que du coup, l'objectif de CEP avec beaucoup de génie climatique est déjà atteint sans trop de difficultés. Les seuils CEP et CEPNR, je vous les ai remis ici en maison individuelle et en collectif. Donc là encore, c'est informatif, c'est modulé en fonction des surfaces et des zones géographiques. Et pour essayer de vous donner une image de quelle est la différence entre les deux, elle est essentiellement liée à l'utilisation ou non d'énergie renouvelable consommée. Quand je dis consommer, c'est, vous l'avez ici, en général, le bois ou les réseaux de chaleur pour le moment. Après, d'autres systèmes viendront peut-être dans le temps. Si on n'a ni l'un ni l'autre, alors le CEP réel calculé du projet sera le même que le CEP NR calculé du projet. Donc, de manière simple, ce sera quand il n'y a pas d'énergie renouvelable consommée, ce sera toujours le CEP NR qui sera le point structurant. Voilà, ça c'était plus pour un petit focus rapide. Pour ce qui est de la prise en compte du CEPNR, on a toujours les 5 usages RT traditionnels, à savoir chauffage au chaud, éclairage, refroidissement quand il y en a et auxiliaire. Pour le collectif, on va venir rajouter les consommations des ascenseurs, les éclairages des parkings et les éclairages des communs, donc dans le CEP global du projet. Donc voilà, pour ce qui est du CEP, pas de grosse évolution majeure. L'ensemble des génies climatiques qu'on connaît aujourd'hui rentrent dans ce critère, sous réserve d'impact carbone positif, bien entendu. Pour ce qui est du confort de vie, et en particulier donc du confort d'été, un petit rappel sur comment on va se calculer ce confort d'été. 2 critères, à savoir 28 degrés le jour et 26 degrés la nuit. À partir du moment où le calcul identifiera une surchauffe par rapport à ces critères, de 1, 2, X degrés, il va se cumuler en fonction du nombre d'heures sur lequel cette surchauffe va être identifiée et donner du coup un nombre d'heures cumulées qui va nous donner donc le degré-heure, puisque le degré-heure, c'est un nombre d'heures cumulées de surchauffe et donc d'inconfort possible. En sachant bien entendu, nous sommes tous d'accord pour dire que certains à 28 degrés vont trouver que c'est complètement insupportable et 26 degrés la nuit, c'est pareil, c'est quand même assez inconfortable. Néanmoins, le critère a été fixé à ce niveau. Ensuite, on va avoir une échelle de valeur, c'est-à-dire que si on est entre 0 et 350 degrés-heure, ce qui représente environ 7 jours, on va avoir un bâtiment ou un logement qui est considéré comme confortable, donc ce qui est très bien, ce qui est parfait. Si on est entre 350 et 1250, là, on est dans ce qu'on peut qualifier un inconfort mesuré. Cet inconfort mesuré va déclencher la prise en compte d'un forfait fictif de Bebio et de CEP. Donc, en gros, une surimposition sur les objectifs de Bebio et de CEP en fonction du niveau de performance du projet. Plus on est proche du 1250 et plus l'impact du forfait fictif est fort. Et si on dépasse les 1250, alors là, on a un petit problème puisque le projet est considéré non conforme.
quoi qu'on fasse. Et il faut donc le concevoir différemment. Et même en mettant du refroidissement mécanique, le projet n'est pas conforme. Il faut vraiment le concevoir différemment. À noter également que dès qu'on va dépasser l'altitude de 400 mètres, la contrainte de DH est largement plus accessible puisque les surchauffes à ces altitudes sont quand même beaucoup plus faibles. Comment je limite le risque d'inconfort estival? Donc, toujours nos deux zones, à savoir zone froide et zone chaude, mais qui là sont encore plus décalées. Cette fois-ci, la zone H2C que je qualifie entre les deux, je l'intègre dans cette zone froide. Donc, on a bien 6 zones géographiques qui sont qualifiées comme froides. Donc, avec un impact sur le VBio et sur le CEP qui reste plutôt très mesuré. Et donc, une contrainte plutôt très faible par rapport à cet inconfort d'été. Juste à noter également que sur ces zones, la prise en compte du refroidissement de manière réelle, c'est-à-dire que vous mettrez une climatisation déclarée en refroidissement, le calcul du CEP réel sera plus fort que le calcul du CEP fictif, l'objectif étant bien entendu de ne pas mettre de la clim partout et de ne pas transférer les consommations que l'on a gagnées l'hiver via une optimisation du chauffage, l'été via l'utilisation de la clim. Donc, le ministère a bien mis en place les choses pour que l'on conçoive les projets de manière optimale avant même de mettre des artifices pour rendre les projets conformes. En revanche, sur la zone chaude, le raisonnement est un peu différent, c'est-à-dire que l'impact étant très fort, puisque quand même entre 5 et 25% d'impact supérieur sur ces zones avec des projets identiques aux zones froides, hein, bien entendu. Dans ce cas, en particulier sur le CEP, donc le BBio, on ne peut pas y faire grand-chose à part mieux concevoir le projet, mieux l'orienter, etc. Si vous avez un besoin de rendre le projet conforme d'un point de vue confort d'été, dans ces zones, la prise en compte de la clim sur les consommations est pas plus forte, mais plutôt identique au forfait fictif. Donc, c'est une solution simple pour rendre le projet conforme en degré heure, mais il faudra néanmoins faire attention à la pénalisation liée au BBio. Donc voilà, je l'ai évoqué. Donc, comment on fait pour optimiser le confort estival? Donc, tout d'abord, c'est la conception du projet et en particulier l'orientation. Également l'inertie. Donc, pour l'instant, je suis un peu sans éléments puisqu'on travaille dessus. Les premiers éléments de réponse font que, effectivement, l'inertie a quand même un impact plutôt fort, voire très fort, cette prise en compte. Et on devra, je pense, se pencher sur le sujet dans les prochaines semaines et mois. Autre possibilité, c'est de prévoir des protections passives. Donc, l'automatisation de volets roulants fonctionne très bien. La mise en place de brise-soleil, attention au dimensionnement. Des brasseurs d'air et bien d'autres. Tout ça va se démocratiser dans les prochaines années. Et enfin, donc je vous l'ai dit, la prise en compte de la climatisation mécanique sous réserve d'être dans le champ inférieur à 1250 degrés R permet de rendre le projet conforme par défaut. Donc, une fois de plus, attention, l'objectif n'est pas de créer des projets non conformes et de les rendre conformes via de la climatisation. Rappel sur les points administratifs. Donc, juste ce que j'ai souhaité ici, c'est vous rappeler qu'en phase dépôt de PC, on n'aura pas besoin d'éléments nouveaux par rapport à ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est-à-dire que les éléments techniques de votre projet seront les mêmes, à savoir un mode constructif, un génie climatique et l'ensemble des plans. Sur cette base-là, nous pourrons du coup faire les premiers calculs de BBio et de DH pour la phase dépôt de PC. Donc, j'en ai terminé pour la partie performance énergétique et confort d'été. Il nous reste un petit point et non des moindres, puisque c'est finalement celui-là qui va nous prendre le plus de temps dans les prochains éléments. C'est la performance environnementale, le bilan carbone, l'analyse de cycle de vie. Vous l'appelez comme vous voulez, tout ça, c'est la même chose. Donc, le bilan ACV, il doit se faire sur le bilan construction et sur le bilan exploitation, le tout sur les 50 premières années de vie du logement. Comment on devra faire tout ça? Et pour rappel, on devra le faire plutôt dans la phase administrative du PC ou la phase chantier. Le seuil IC énergie, donc évidemment, on devra respecter un certain seuil. Ici, vous avez un rappel des objectifs IC énergie sur la maison individuelle et sur le logement collectif. Donc, vous pouvez observer que sur la maison individuelle, l'objectif est constant dès 2022 et plutôt très contraignant. Et en logement collectif, l'objectif est
peu contraignant sur les 3 premières années de la réglementation, c'est-à-dire jusqu'à 2025. Et ensuite, il est quasiment divisé par 2 à partir de 2025 et donc va engendrer une contrainte tout aussi forte qu'en maison individuelle avec des évolutions sur les génies climatiques. J'ai une petite étoile ici puisque, pour rappel, sur les systèmes gaz ont obtenu une dérogation pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire pour tous les dépôts de PC jusqu'à fin 2023 en maison individuelle, mais uniquement sur les lotissements dont le permis d'aménager a été déposé avant la fin de cette année. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de vos partenaires de chez GRDF pour qu'ils vous précisent tout cela. Pour ce qui est des seuils IC construction, ceux-ci sont évolutifs. C'est-à-dire, l'objectif de tout ça est de créer une courbe d'apprentissage, à savoir que les objectifs de 2022, qui, là, tels qu'ils sont, ne vous parlent peut-être pas, sauf pour ceux qui ont déjà travaillé dessus, sont des objectifs qui ne sont pas contraignants d'un point de vue calcul. C'est-à-dire qu'on a observé que la plupart des projets, pour ne pas dire tous les projets sur lesquels on a travaillé, rentrent dans ce critère et donc sont conformes quasiment sans rien changer sur les modes constructifs que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, vous pouvez observer que les objectifs sont dégressifs, en moyenne de 10 à 15% tous les 3 ans, et vont donc devenir contraignants à partir de 2025 et encore plus sur les prochaines années. Et donc, tous nos amis industriels présents aujourd'hui sont conscients de tout ça. Ils vont avoir du coup 3 ans pour nous apporter des éléments concrets sur leurs produits pour les rendre du coup moins impactants d'un point de vue carbone, puisque finalement, c'est ça le critère environnemental qui a été choisi. Comment je limite les émissions de carbone ? Eh bien, en fait, ça va être très simple. Dans nos calculs, on va avoir des quantitatifs de matériaux et d'équipements et on devra les mettre en correspondance avec des fiches techniques produits et matériaux, à savoir des fiches FDES et des fiches PEP. Ces fiches devant être référencées sur la base nationale INIES pour pouvoir être pris en compte dans nos calculs. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on voit des produits qui, a priori, seraient performants, mais qui ne sont pas pour le moment sur la base INIES, et donc les valeurs ne sont pas considérées comme concrètes et réelles pour être prises en compte dans le calcul. S'il n'y a pas de fiche, ce n'est pas un problème en soi, puisqu'on peut quand même prendre le produit en considération, mais il devra être mis en relation avec une fiche qui a été créée soit par le CBSTB, soit par des syndicats professionnels, et qui sera forcément moins performante que la fiche produit d'un industriel. Bien entendu, la réglementation sur les composants va nous pousser naturellement à valoriser les matériaux bas carbone et les matériaux biosourcés. Tout ça va dépendre une fois de plus du calcul qui a été identifié par les industriels, puisque aujourd'hui, on voit des matériaux biosourcés qui ne sont pas mieux valorisés que des matériaux traditionnels. Ce qui semble, comme ça dit, illogique, mais c'est un fait. Et enfin, donc, tout ce calcul va être fait sur 13 lots. Certains lots sont détaillés, d'autres forfaitaires pour le moment. Détaillés ou détaillables. Quand je dis détaillable, c'est pour le lot 8, puisque certains éléments peuvent être pris en forfaitaire et d'autres en détaillé. Bien entendu, quand on détaille, on est plus précis. Et si on est plus précis, on est plus performant. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie de l'essentiel des évolutions, puisque jusqu'à là, sur la partie études, le temps de travail était relativement le même. Pour ce qui est de la partie carbone, c'est vraiment une nouveauté avec un temps de travail à rajouter à notre temps de travail actuel, qui reste donc à dimensionner et à échanger avec vous. Pour exemple, je vous dis ça pour exemple, puisque la grosse nouveauté, c'est qu'on devra vous demander, vous l'avez compris, je pense, vos descriptifs quantitatifs complets de vos projets, que ce soit des maisons ou du logement collectif, puisqu'on va s'appuyer dessus pour du coup aller chercher les fiches et donc rendre le calcul conforme vis-à-vis de votre construction. Pour exemple, du coup, vous avez ici le lot 3 superstructure maçonnerie, qui est un des lots majeurs dans le calcul, puisqu'il représente, allez, on va dire, entre 10 et 20% du calcul global, avec l'ensemble des sous-lots et l'ensemble des éléments dans chaque sous-lot sur lequel nous devrons travailler.
Donc, vous pouvez le constater, il y a quand même un paquet de lignes et donc pour un seul lot, vous imaginez bien qu'il y a entre allez, on va dire autour de 250 lignes à aller chercher. Donc, c'est pour ça que le temps de travail est important et devra être réfléchi pour être optimisé. Tout ça, et en plus, les unités de mesure ne sont pas les mêmes en fonction des matériaux, à savoir soit des mètres carrés, des mètres cubes, des mètres linéaires, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà pour la partie performance environnementale. Donc là aussi, pas de nouveautés majeures, plutôt des confirmations de tout ce qu'on a pu se dire dans les précédents mois. De la même manière, la RT 2012 fait toujours un petit peu de résistance, puisque deux éléments ont été conservés dans la RE 2020, à savoir l'article 23 de la RT 2012 qui devient l'article 27, où la mesure ou l'estimation des consommations est toujours obligatoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a suivis sur la RT 2012 et qui est toujours important. Et de la même manière, les garde-fous, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont liés évidemment à l'isolation globale du bâtiment et on devra toujours respecter certains niveaux de performance des ponts thermiques qui sont indiqués ici. Donc, le 0,33 évolue lié à la surface de référence, mais est équivalent au 0,28 qu'on connaissait en RT 2012. Et le plancher intermédiaire également, la valeur est conservée. Et enfin, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, en RT 2012, en RE 2020, vous devrez un contrôle des ventilations en fin de chantier. Bon, c'est l'article 20 qui impose cela. Pour garantir la conformité des installations de ventilation, un test de fin de chantier sera obligatoire. Le protocole est toujours en cours de validation. Vraisemblablement, il sera basé sur le protocole Promévent. Mais tout ça devrait arriver courant novembre, fin décembre, pour une application du coup à partir de l'année prochaine, pour les projets réceptionnés en RE 2020. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, c'est plutôt pour fin d'année prochaine. Et enfin, la création des labels, donc on l'avait évoqué, c'est vraiment en cours. Il y a vraiment des organismes qui travaillent dessus. Est-ce qu'il y aura des aides financières? Là, pour le coup, j'espère que la loi de finances de fin de l'année nous l'indiquera. Néanmoins, les labels vont nous permettre de progresser sur la partie carbone en particulier, puisque les objectifs sont dégressifs. Et surtout, ça va nous permettre de travailler sur les nouveaux matériaux uniquement sur ces labels. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant dans les prochaines années. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, la RE 2020, de manière définitive, n'a que peu ou pas d'évolution par rapport à tout ce qu'on a pu se dire dans les précédents mois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que tous les calculs et les valeurs qu'on a pu vous indiquer sont conservées et sont bonnes. Maintenant, il reste à travailler ensemble finalement pour continuer à préparer vos projets pour l'année prochaine et à trouver des bonnes solutions à la fois de conception, de matériaux et bien sûr économiques pour faire que l'année prochaine se passe sans aucun problème. Je vous invite désormais à revenir vers nous si vous avez d'autres questions via, une fois de plus, l'adresse mail ici présente ou via vos interlocuteurs Energis en région que je vous remontre ici rapidement. Rapprochez-vous d'eux, vous avez l'ensemble de leurs coordonnées, donc n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de venir vous voir ou au minimum de répondre à vos interrogations. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.